Est-ce que toi, tu peux nous donner un peu les erreurs types que tu vois régulièrement et ce qu'il faut faire quand on se lance dans le trading? La première erreur qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas quel type de trader on est. On est tous différents, on a tous une personnalité différente. Éviter toutes les émotions possibles et se comporter comme un robot. Et donc les suivre, ces fameux robots, parce qu'eux, ils n'ont aucune émotion. Si tous les algorithmes, entre guillemets, font un peu la même chose, au final, il se passe ce qui s'était prévu. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a des batailles d'algo, des guerres d'algo. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une stratégie, par exemple, que toi t'appliques sur l'or, qui sera peut-être plus valable, parce que j'imagine qu'elle change quand même assez régulièrement les stratégies et qu'elle s'adapte au marché? Non. Une stratégie qui marchera toute la vie. C'est ça la magie des marchés. Salut Antoine, Bonjour Robin, bienvenue sur le podcast de Cryptost. merci infiniment de m'inviter, c'est un plaisir. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on te reçoit pour parler trading, pour parler Bitcoin, pour parler or, autres matières premières et d'autres sujets autour du trading, de l'investissement et de l'économie. Mais déjà, dans un premier temps, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours? Oui, je m'appelle Antoine Andréani et je suis directeur de la recherche chez XTB France. J'anime une émission le mardi, mercredi et jeudi matin, les journées importantes en bourse et en général, qui s'appelle le Good Morning Market. Et en ce moment, je fais beaucoup d'émissions sur l'or et demain, je vais en faire une sur Bitcoin. Et je suis d'origine fondamentale en termes d'analyste. Dans mon ADN, à l'origine, est vraiment du fondamental et j'ai basculé dans la technique. C'était il y a 10 ans à peu près. Notamment parce que j'ai vu un rapport de Goldman Sachs qui présentait l'importance de l'activité d'algo traders, c'est-à-dire un trading robotisé presque systématique. Et donc à l'époque, j'étais analyste fondamentale, je faisais des indicateurs pour les hedge funds, pour des clients institutionnels, et notamment dans le pétrole, j'étais spécialisé dans le secteur parapétrolier. Et puis, j'ai compris qu'il me manquait quelque chose. Je faisais du bon travail, mais je sentais qu'il me manquait la meilleure arme qu'un analyste pouvait avoir dans son arsenal. Et c'était côté technique que ça me manquait. Et donc, dans ce fameux rapport de Goldman Sachs, qui date de 2015-2016, on nous expliquait en fait que 90% à peu près des transactions dans les contrats à terme étaient systématiquement venant des algo-traders. Et ces algo-traders, en fait, c'est très simple. Ils tradent avec des logiciels décentralisés, ils font leur vie à eux, ils font des choses très simples, mais il n'y a plus de traders humains comme on a connu à l'époque, éventuellement, comme dans les films à Hollywood. Maintenant, c'est vraiment des salles avec des ordinateurs, des serveurs de tous les côtés et quelques ingénieurs payés comme des footballeurs qui gèrent le trading de ces institutions. Et donc voilà, je suis entré dans ce monde de la technique, j'ai eu la chance de rencontrer les bonnes personnes et maintenant je partage un petit peu mon savoir par le biais du Good Morning Market le matin sur YouTube. Ok, d'accord. Donc de base, toi, tu regardais donc les fondamentaux Oui. pour voir si c'était surévalué, sous-évalué, Oui. qu'est-ce qu'on attendait, etc. Et puis ensuite, tu t'es réorienté plus sur l'analyse en fait d'algo trading, c'est-à-dire pour voir si les algorithmes sont bien paramétrés, bien programmés par ces développeurs dont tu parlais juste avant, qui sont payés extrêmement cher. Plus ils sont bons, plus ils programment de bons algorithmes, plus ils sont payés évidemment. En fait, ces robots traders, ils fonctionnent tous de la même façon. Et il y a de tout dans cette jungle de robots traders. Il y a les robots traders investisseurs, les algo traders swing traders, les algo traders en 15 minutes, en 5 minutes qui font du scalping. Il y a vraiment de tout. Et ils ont tous les mêmes principes. Ils fonctionnent tous de la même façon. Et un petit peu comme l'être humain aussi. C'est-à-dire que nous, quand arrive le Black Friday, par exemple, quand il y a des promotions, une opportunité à 50% est une belle opportunité pour nous. Mais pour eux, c'est exactement la même chose. Tout ce qui varie de 0 à 100, qui descend à 50, ils achètent systématiquement, par exemple. Et donc, ils utilisent des mécanismes comme ça, simples à comprendre. Et voilà comment fonctionne Wall Street, dans les indices, dans les contrats à terme, dans les commodités, évidemment, dans Bitcoin aussi, parce que je suis un grand amoureux de Bitcoin et je le vois, c'est absolument flagrant. C'est bourré d'algo dans les prix de Bitcoin. Ok, j'allais te demander qu'est-ce qui tradait, mais en fait, ils tradent de tout ce qui est possible de trader. Oui, tout. Tout sur toutes les périodes et de façon systématique. Alors à l'époque, dans ce fameux rapport qui est introuvable maintenant, j'ai essayé de le retrouver, impossible, il y a juste des images. À l'époque, les algos représentaient 75% des transactions dans les actions.
Aujourd'hui, on est sans doute à au-dessus de 90%. Ça date de 2015-2016. Et évidemment, dans le pétrole, c'est ça qui était extraordinaire à l'époque. Ça m'a éveillé. 85% des transactions étaient drivées par des algos. Donc aujourd'hui, on est à quoi? 95% peut-être, alors qu'on parle de l'actif le plus relié à l'économie qui soit. C'est ça qui est extraordinaire. Ok. Et c'est certainement des market makers, c'est ça? Je veux dire, des gens, des gens spécialistes, des sociétés spécialisées dans l'achat et la revente pour Oui. gagner des petits pourcentages à Oui, chaque mais fois? il y a aussi la même chose côté investissement. Et par exemple, dans l'or, il y a des robots traders qui ont investi au creux avant que tout éclate à la hausse. Et c'est les petits robots qui prennent le relais en période horaire et qui font monter les prix de façon exponentielle. Donc il y a vraiment de tout dans ce monde, hein, des petits, des gros, des moyens. Et bon, ce qui est sûr, c'est que ça gère des milliards à chaque fois, ou peut-être pas des milliards, mais d'énormes montants qui... on les appelle les baleines, mais moi je les appelle les algo traders. Ok. Et tu pourrais nous dire un petit peu sur quoi est-ce qu'ils se basent? Uniquement sur de l'analyse technique, j'imagine, pour Alors, faire leurs achats ou leurs ventes? c'est ça qui est absolument fascinant. Tu connais, Robin, le mathématicien Leonardo Fibonacci, qui a défini la série de Fibonacci qu'on a étudiée quand on était au collège. Eh bien, Très utilisé dans le trading. exactement. La marque de Fibonacci est partout dans les marchés, notamment via les fameux retracements de Fibonacci. Et donc, moi, ce que j'essaie d'expliquer le matin de façon très simple dans mon émission, c'est que tout ce qui baisse, tout ce qui retrace, tout ce qui corrige de moitié est acheté systématiquement avec une cible qui est définie avec un ratio de Fibonacci négatif. Donc, on va à l'envers. Et donc, c'est fait de façon systématique. C'est-à-dire que tout ce qui baisse de moitié est acheté entre deux pivots. Et bon, il y a plein d'exemples, hein. Et il y a un autre ratio qui est absolument clé, il est dérivé du nombre d'or, c'est le fameux retracement des 61,8% qui est partout dans la nature, y compris dans les marchés financiers. Donc voilà, ils achètent des corrections ou ils shortent aussi des corrections haussières. Ils fonctionnent dans les deux sens, hein. Et donc c'est comme ça qu'ils procèdent. Ils achètent les creux, ils shortent les retracements à la hausse. Et voilà, il y a de tout. Et en fait, c'est même limite des prophéties autoréalisatrices, puisque si tous les algorithmes, entre guillemets, font un peu la même chose, au final, il se passe ce qui s'était prévu. Exactement, et c'est pour ça qu'il y a des batailles d'algo, des guerres d'algo, c'est-à-dire qu'il y a par exemple, actuellement dans Bitcoin, tu as des algos qui shortent en période journalière et des petits algos en 15 minutes qui essayent de faire monter, mais qui vont se heurter à un plafond. Et en fait, c'est les algos à plus grande échelle qui tapent comme un marteau sur leur tête et qui font baisser les prix. C'est ce qui pourrait se passer là ces prochaines semaines d'ailleurs. Okay. Et en tant que particulier, tu penses que les particuliers ont encore une chance ou leur chance dans le trading, ou pour toi, c'est quand même extrêmement compliqué maintenant? Non, c'est simple. C'est ça que les gens doivent comprendre, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il faut juste de la bonne volonté, lire des livres, se documenter. Regarder mon émission éventuellement, ce serait top. Mais c'est vraiment en étudiant, on est face à soi-même, essayer de ne pas trop se faire influencer par des gourous de la finance, ce genre de choses, mais vraiment être seul, au calme, le faire calmement et structurer sa méthode, l'expérimenter et ensuite l'utiliser sur le long terme. Ok. Nous, on collabore avec XTB et d'ailleurs, c'est dans le cadre de ce partenariat qu'on fait ce podcast. Je crois que vous avez une académie et pas mal de formations aussi qui permettent aux gens de se former sur l'analyse technique et le trading. Il y a pas mal de pages sur le site internet, mais après, le gros de l'éducatif, c'est moi qui le fais sur YouTube. Il y a un onglet formation sur la chaîne d'XTB France, dans lequel je présente tout ce que je viens de te dire, avec des graphiques, de façon très simple, pour que les gens comprennent bien le Good Morning Market. Ok. Bon, après, investir sur les marchés financiers et faire du trading, ça comporte quand même effectivement des risques. Donc il faut faire attention, bien se former, comme tu le dis, et aussi bien comprendre ces risques-là et les erreurs potentielles. Est-ce que toi, tu peux nous donner un peu les erreurs types que tu vois régulièrement et ce qu'il faut faire quand on se lance dans le trading? Les choses à faire attention. Bon, j'imagine que la liste est longue. Robin, là, on peut faire un live un podcast de 5 heures. Hein. Alors, je vais essayer d'être synthétique. La première erreur qu'on fait, c'est qu'on ne sait pas quel type de trader on est. Alors, juste une petite définition, pardon. L'investissement, c'est du trading. C'est juste du trading sur du long terme.
Mais on est tous différents, on a tous une personnalité différente. Il y a des personnes qui peuvent être dans le day trading, qui peuvent parfaitement trader sur le court terme mentalement, elles sont préparées pour ça, mais elles ne peuvent pas détenir de position la nuit, par exemple. Elles ne peuvent pas investir. C'est plus fort qu'elles. Et puis vous avez le contraire. Généralement, c'est plus facile d'investir plutôt que de day trader. Psychologiquement, je parle. Donc il faut savoir quelle est notre personnalité. Est-ce qu'on est quelqu'un qui va prendre du risque? Est-ce qu'on va être attiré par Bitcoin et acheter les creux en période haute dans Bitcoin? Ou est-ce que on a un style de vie qui va nous empêcher de day trader, par exemple? Si on a des enfants, on aura le temps que de le faire le samedi matin, ça ne marchera pas. Donc il faut vraiment comprendre sa personnalité, son style de vie, et évidemment avoir une situation financière qui nous permette d'être tranquillement en train d'investir ou de trader. On ne peut pas faire ça au chômage, par exemple. Voilà, ça, par exemple, c'est une des premières erreurs qu'on fait, ne pas se connaître. Ouais. Après, c'est pour ça aussi que y a pas mal de joueurs de poker qui font du trading, c'est parce que ça demande aussi de la rigueur, ça demande aussi d'être en capacité de ne pas paniquer lorsque les positions sont en perte, etc. Donc ça demande quand même un certain mental, une certaine gestion aussi d'ailleurs de ce qu'on peut appeler la bankroll de son capital. Exactement, ils ont un risk management qui est déjà bon dès le départ. Ils ont déjà cet atout-là dès le départ, alors qu'un novice part de zéro. Deuxième erreur typique, c'est de ne pas avoir de méthode. Si on n'a pas de méthode, on ne doit absolument rien faire. On doit avoir une méthode qui nous permet de trader ou d'investir via des plans qui vont se répéter de façon systématique. Et on prend ces plans, on sait où est-ce qu'on achète, où est-ce qu'on sort si jamais le scénario primaire n'est pas respecté. Donc vraiment la méthode, c'est vraiment la clé du système. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de vouloir toujours plus et de se dire, oh bah non, je ne vends pas là parce que ça peut encore monter plus haut. Bon, ce que les gens dans la crypto, qui traitent de la crypto, ont déjà certainement expérimenté. On va affronter tous les problèmes de la Terre si jamais on n'a pas de méthode. Il faut vraiment avoir une méthode. Troisième erreur, c'est de ne pas savoir la construire. Dans une méthode, il faut vraiment avoir l'esprit très simple. Les meilleurs traders du monde, les meilleurs investisseurs du monde font des choses extrêmement simples. Et il faut la construire autour de 2, voire 3 stratégies efficaces. Moi, tous les matins dans le GMM, je présente une stratégie, pas une méthode, une stratégie qui permet aux gens de construire une méthode. Donc 2 ou 3 stratégies, et en plus de ça, un oscillateur simple comme le RSI. Mais voilà, restez simple. Les Américains, ils disent « keep it simple, stupid ». Restez simple. Le mot, vraiment, c'est simplicité. Je sais que je le répète comme un perroquet pour les gens qui me suivent régulièrement, mais c'est vraiment absolument essentiel. Quatrième erreur, c'est de ne pas savoir gérer son risque. Tu parlais des gens dans le poker, eux, ils ont déjà cet atout. Mais vraiment, savoir gérer le risque, c'est absolument capital. Pas d'effet de levier quand on commence. Savoir ce que c'est un risk-reward ratio, c'est le ratio entre la distance entre ton entrée et ta cible par rapport au dénominateur à ton entrée et ton stop loss. Ce ratio doit être égal à 3 ou plus. Donc voilà, toute cette partie de risk management, il faut lire des livres, se documenter, et c'est extrêmement important. Et puis bon, pour finir, j'en liste juste 5, parce que je te dis, je pourrais écrire un livre. Éviter les émotions. C'est pour ça qu'une méthode est extrêmement importante, parce qu'elle t'évite d'avoir des émotions. Pas de FOMO, le fear of missing out que les cryptomaniacs connaissent parfaitement. Pas d'avidité, pas d'ego. Le marché est supérieur à nous. Il faut le respecter, toujours être humble. Donc éviter toutes les émotions possibles et se comporter comme un robot. Et donc les suivre, ces fameux robots, parce qu'eux, ils n'ont aucune émotion. Et toi, est-ce que tu as des anecdotes un peu personnelles d'erreurs que tu aurais faites L'erreur que tout le monde fait, par exemple, c'est de ne pas avoir été failed, de ne pas avoir une position qui soit passée de peu. L'action monte, va dans la direction de son scénario et on a envie de se venger contre le marché. C'est-à-dire que le marché est parti, le prix est parti, Bitcoin est parti, et on essaie de rattraper le coup. On achète, et c'est pile quand on achète qu'on redescend. Et là, c'est la catastrophe. Ça, c'est l'erreur du débutant.
typique dans Bitcoin, par exemple. Là, on n'a pas respecté un plan. Le plan, c'était d'acheter à tel endroit, et si les prix ont évité notre endroit, notre ordre, eh bien, c'est la vie. Il y a d'autres actifs, il y a des milliers d'instruments dans le marché, on switch, on passe à autre chose. Oui, tu n'es pas obligé d'avoir forcément une position ouverte tout le temps sur Bitcoin ou sur d'autres actifs. Oui. Des fois, les gros traders, les bons traders, des fois prennent très peu de positions, mais au bon moment, elles sont capables de garder des positions qui évoluent à la hausse longtemps et de couper rapidement les positions qui baissent. Oui, et une autre erreur qu'on peut faire, c'est de trop zoomer. C'est-à-dire, tu es en période journalière, et tu vas regarder ce qui se passe en H4. Et tu vas un peu te perdre en H4. Et tu vas prendre des positions en H4 sans avoir considéré le paysage en journalier. Ouais, donc regarder l'unité de temps et puis les tendances un peu globales aussi, un peu plus Exactement. larges. C'est pour ça qu'il faut je conseille souvent aux gens de se raconter un peu des histoires. Ok, il y a tel robot sur une période haute qui est puissant, qui va avoir un impact sur ce robot H4 que j'essaie de suivre. Mais en fait, non, il ne faut pas que j'y aille parce qu'il y a le monstre au-dessus. Voilà, il faut se raconter un petit peu des histoires comme ça, parce que si on zoome trop et qu'on oublie la perspective, on risque de se retrouver en difficulté. Et bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Et un autre exemple, enfin, un autre élément très très important, c'est d'éviter les news. Et ça peut paraître très contradictoire. Éviter les news. Trump a posté, la bourse baisse, wow, ne pas le prendre en compte, respecter ce qu'on a sur le graphique et ce que nous dit la méthode. Un très très bon exemple, c'était pendant lorsque les confinements ont été annoncés en France et aux États-Unis, c'était quasiment en même temps. C'était en mars 2020. Ouais. C'était donc apocalypse, quoi. Apocalypse économique, c'est l'équivalent d'une guerre mondiale. Les entreprises ne travaillent plus, on est tous chez soi, etc. Donc c'est le pire moment pour investir, en fait. Eh ben, c'était là où il fallait acheter. C'était là où les algos achetaient. Et donc c'est pour ça que je dis attention aux news, attention aussi aux fondamentaux. Ça peut vous induire en erreur. Et c'était exactement cette semaine-là qu'il fallait acheter les indices et les actions. Donc attention aux news, attention à la panique que peuvent vous causer les médias, par exemple. Ça peut être dangereux. Parce que pour toi, les robots suivent pas les news. Non. Parce moi, j'ai l'image du robot de BlackRock, Aladdin, qui arrive à surveiller. C'est un peu la super intelligence artificielle avant, qui était en capacité de voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde et qui permet de déceler un peu avant tout le monde justement ces opportunités. Toi, tu penses que les robots n'utilisent pas les news ou en tout cas des signaux comme ça qu'ils peuvent interpréter en amont du reste? C'est une jungle, il y a de tout. Il y a des algos qui vont être spécialisés dans les réactions aux news. Il y a de tout, vraiment de tout. Il doit y avoir... mais moi, je me concentre uniquement sur ce qui marche, sur ce que je sais qui marche. Et, enfin, tu vois ce que je veux dire. Je veux suivre ce qui fonctionne et faire ce qui fonctionne. Ce que je vois sur les graphiques, je veux le reproduire. Mais évidemment qu'il y a toute une panoplie d'algos qui font de tout. Mais l'objectif, c'est de suivre des tendances avec eux et de faire ce qui marche. Ok. Et est-ce que tu conseilles à des gens de s'entraîner via des comptes? Tu sais, il y a pas mal de plateformes, XTB d'ailleurs doit le proposer aussi, des comptes test avec 100 000 $ virtuels, des comptes virtuels pour s'entraîner à trader. Absolument, ça c'est super. XTB le propose. Mais ouais, non, ça c'est très très important. La logique, avant toute chose, c'est d'apprendre à se connaître. On l'a vu ensemble. Deuxième partie, c'est devenir un analyste. Je me documente, je lis des livres, je suis un analyste, j'observe les marchés, je vois les réactions, ok, je vois ce que font les algos, ok. Troisième étape, je deviens trader ou investisseur. Et là je mets les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'il y a trois casques en fait. Au début, on est un étudiant, on apprend à se connaître et à comprendre les choses. Deuxième partie, on devient analyste. Donc j'ai un autre casque d'analyste. Puis après, je mets un autre casque pour être un trader ou un investisseur. C'est trois métiers différents en fait. Et il faut savoir jongler entre les casques et entre ces trois métiers. Après, tu en as aussi un autre, c'est le gestionnaire du risque. C'est la quatrième étape. Et cinquième étape, c'est carrément
être un psychologue parce que tu vas passer par il va falloir que tu gères tes émotions. Et tu ne peux gérer tes émotions que si tu te robotises et que si tu deviens psychologue et tu évites de te torturer parce que ça peut être difficile parfois. Les décisions prises sur le coup de l'émotion, souvent, sont rarement Oui. bonnes. Oui. Ok, ça marche. Tu me disais en off que tu tradais beaucoup l'or en ce moment, parce que c'est quand même très tendance, l'or qui bat des records quasiment tous les jours depuis une dizaine de jours maintenant. Est-ce que tu peux nous donner peut-être une stratégie, par exemple, que toi tu appliques sur l'or, qui sera peut-être plus valable, parce que j'imagine qu'elle change quand même assez régulièrement les stratégies et qu'elle Non. s'adapte au marché? Non. Une stratégie qui marchera toute la vie. Et c'est ça la magie des marchés. C'est-à-dire que une stratégie basée sur Fibonacci, par exemple, celle que je présente tous les matins, fonctionne depuis la nuit des temps. C'est ça qui est magique. Elle fonctionne beaucoup mieux depuis l'arrivée des algo-traders. Le marché est devenu beaucoup plus technique. On voit les réactions au Golden Zone, on les appelle comme ça, c'est le retracement des 61,8%, parfaitement. C'est vraiment magnifique à voir, mais j'invite vraiment les gens à regarder sur leur graphique ce que ça donne. Mais les stratégies fonctionnent pour toujours. Et une stratégie qui fonctionne, c'est celle que je viens de te mentionner, la stratégie de Fibonacci avec les retracements, notamment dans l'or. D'ailleurs, je pense qu'en France, je suis le seul à pouvoir présenter des opportunités pareilles, parce qu'elles sont quasiment impossibles à attraper. C'est tellement... En fait, ces algos qui sont sur les périodes courtes, dans les phases en exponentielle, comme celle dans laquelle l'or est en train d'évoluer, n'est possible qu'en raccrochant les tout petits creux qu'il y a sur les périodes très courtes. Et donc en ce moment, c'est ce que je montre avec le Good Morning Market le matin. Et c'est très, très, très spectaculaire, dans l'or notamment, mais aussi dans l'argent. Et donc on parle de l'or. Pour un investissement sur du plus ou moins long terme, tu me disais que c'est pas vraiment le bon moment de rentrer puisqu'on est au plus haut. Par contre, pour du trading, il peut y avoir toujours des bonnes opportunités. Voilà, tu penses que l'or peut monter quand même jusqu'où? Est-ce que tu as une idée, toi, de ton côté? Est-ce qu'avec ce qui se passe de toute façon dans le monde actuellement, il pourrait monter jusqu'à, enfin, entre guillemets, l'infini, mais... Alors actuellement, l'or est dans une bulle, on ne peut pas nier le contraire. L'argent, c'est pareil, il y a d'autres métaux précieux qui sont aussi dans cette configuration. Quand on est dans une bulle en lévitation, comme c'est le cas actuellement, sky is the limit, on peut se dire ça. Sauf que il va y avoir une petite épingle qui va faire éclater cette bulle, j'en suis persuadé, je pense que ça va être le réveil du dollar. Si le dollar se réveille, les métaux précieux qui sont très très sensibles au dollar, qui sont négativement corrélés au dollar, vont totalement se renverser. Si jamais il y a un choc sur le dollar. Donc quand tu dis choc à la hausse, puisque là actuellement Oui. il ne cesse de baisser face à l'euro. Oui, et c'est ça qui a fait monter notamment tout en fait, les actifs risqués, mais également les actifs défensifs libellés en dollars comme l'or ou l'argent. Ça a fait monter le Nasdaq, Nvidia, tout est monté parce que le dollar baissait, même si je caricature pas mal. Parce que Bitcoin, pour le coup, est pas tant monté que ça. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer le fait d'ailleurs que l'or monte énormément, l'argent pareil, le Nasdaq et Bitcoin qui au final ne montent pas, ne montent plus, voire baissent? Alors ça, c'est une très très bonne question. J'ai l'impression, je peux me tromper, j'ai l'impression que le marché de l'or, de l'argent, réalise ce que Bitcoin lui a réalisé il y a longtemps, c'est que les devises fiduciaires, elles ne cesseront jamais de se déprécier. Depuis la fin de Bretton Woods, en août 1971, le dollar a perdu 99% de sa valeur comparée à l'or. Depuis le lancement de l'euro en 2002, l'euro a perdu 90% de sa valeur face à l'or. Et j'ai l'impression que l'or, ça y est, l'a capté et part à la verticale. Le monde l'a capté, alors que les amoureux de Bitcoin comme nous l'avons compris depuis très longtemps. Et alors, où est-ce que va l'or? Je ne peux pas te dire. On est en totale lévitation. Ces fameux algo-traders, en période très courte, en 5 minutes, 15 minutes, ils n'arrêtent pas de pousser. Mais à un moment donné, des supports sur les périodes courtes vont être cassés et on commencera une belle correction, je pense, dans l'or, mais également dans l'argent et dans les métaux précieux. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Pour l'instant, ça peut durer encore un petit moment. Mais je pense que c'est
un petit choc, un rebond violent sur le dollar qui peut éclater cette bulle. Parce que, bon là on va parler peut-être un peu plus de fondamentaux, mais on voit quand même beaucoup de banques centrales qui commencent à racheter de l'or. Elles avaient pas mal de dollars pour certaines en réserve qu'elles commencent à vendre progressivement pour acheter de l'or. On voit même certaines sociétés, bon, je pense à Tether, qui est la société qui émet le stablecoin USDT, qui fait partie aussi des plus gros acheteurs d'or du monde, voire qui achètent plus d'or que certaines banques centrales. Est-ce que ça aussi, ça peut propulser le cours de l'or? Ou alors, en fait, il y a vraiment deux cours distincts de l'or entre l'or physique et l'or, entre guillemets, papier qu'on va trader sur les plateformes. Est-ce que pour toi, les deux sont corrélés un petit peu, beaucoup, ou pas du tout? Il y a plusieurs facteurs qui ont fait monter l'or et qui ont gonflé cette bulle. Premier facteur, ça a été évidemment les banquiers centraux qui ont acheté de l'or, notamment la Chine, un petit peu en douce, pendant longtemps. Ça a fait monter les prix. Avant l'élection de Trump en 2024, en novembre, il y a un risque géopolitique qui était absolument explosif, avec Russie, Ukraine, Palestine, Israël, Taïwan, Chine. C'était vraiment incroyable. Un risque géopolitique était énorme. Ça a gonflé l'or à un moment donné, au début de la phase d'exponentielle. Trump est arrivé, il a éteint les incendies les uns après les autres, et le risque géopolitique s'est éteint. Mais c'est la bulle spéculative en fait qui a pris le relais. C'est-à-dire, tous les spéculateurs se sont rués sur l'or et l'argent, et c'est parti à l'exponentielle. Fondamentalement, il y a plus de risque géopolitique actuellement. On peut dire ce qu'on veut. Il y a juste c'est un petit peu tendu au Groenland, mais même si Trump arrive à ses fins, il n'y aura pas de risque de troisième guerre mondiale, comme je l'ai perçu en tout cas, avant qu'il n'arrive à la Maison-Blanche. Là, actuellement, ce qui fait monter les prix, il y a plus de raisonnement. C'est uniquement de la spéculation massive. Tout le monde veut de l'or. Nos grands-parents vont nous parler d'or actuellement. C'est un petit peu comme ce qu'on a connu avec Bitcoin en 2017. Moi, ça me fait beaucoup penser à ça. Sauf que là, on parle d'or et c'est notre actif préféré avec le Bitcoin, le plus sain fondamentalement, et donc qui est vieux comme le monde. Et que voilà, c'est ça la seule différence. Si vous appréciez l'interview, pensez à mettre un j'aime, à partager, à commenter et à vous abonner. Ça nous aide beaucoup à faire grossir le podcast et à continuer de démocratiser la crypto-monnaie comme on peut le faire avec Cryptost depuis 2017. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver les interviews sur toutes vos plateformes de podcast comme Deezer, Spotify, Apple Podcasts. Ça vous permet d'écouter les interviews en faisant votre sport ou la vaisselle. On vous met tous les liens dans la description. Il y a quand même peut-être il y a le Groenland, effectivement, comme tu disais, et le fait que les problématiques aux États-Unis, c'est-à-dire que le fait que les États-Unis sont un peu, Trump notamment, peut changer de discours du jour au lendemain, peut choisir du jour au lendemain d'imposer des droits de douane sur un pays ou un autre, peut-être que ça cause aussi, ça cause certaines peurs à certains États, certains pays qui se disent je vais quand même me délester de cette dette américaine, de ces bons du trésor américain, pour aller dans quelque chose d'un petit peu plus fort, parce qu'on n'est pas à l'abri un jour, avec de toute façon la dette en plus des États-Unis qui ne cesse de monter, qu'il y a un problème et que la dette des États-Unis ne soit jamais honorée, ne soit jamais remboursée, ce qui d'ailleurs sera certainement le cas de toute façon un jour, puisqu'on ne peut pas rembourser 38 000 milliards de dettes comme ça d'un seul coup. Je pense que le côté imprévisible de Trump, comme il est perçu, n'a pas eu d'impact. Par contre, on est peut-être en train de préparer un nouveau monde derrière, et peut-être que les gens qui ont investi, les institutionnels évidemment, c'est pas que des gens, c'est des monstres qui ont investi dans l'or et dans l'argent, se préparent au monde d'après. Est-ce qu'on ne nous prépare pas une devise qui sera adossée à l'or, une devise mondiale? Je ne le crois pas du tout pour l'instant. Je pense que c'est juste naturel en fait que l'or monte, compte tenu de toute l'impression monétaire massive qui a eu lieu, notamment pendant la pandémie, durant laquelle la Fed et la BCE ont imprimé 9 000 milliards de dollars. Enfin, c'est monstrueux, c'est titanesque, c'est juste logique en fait que l'or monte autant. Il aurait même dû monter bien avant. Mais c'est comme ça que je le vois. Je vois vraiment comme $1, €1 qui seront imprimés à l'infini. Et donc, l'or, lui, monte. Et moi, je le vois plutôt étonnant qu'on ne soit pas monté comme ça en exponentiel plus tôt, notamment pendant la pandémie, par exemple.
Je t'en parlais en off avant le podcast. J'ai lu un article de Ray Dalio qu'il a publié il y a quelques jours qui annonçait que pour lui, on était sur la fin d'un ordre mondial, un ordre qui avait été créé à la suite de la première guerre mondiale et qui mettait le dollar et les États-Unis vraiment au centre de l'échiquier mondial, et que pour lui, avec la fragilisation du dollar, cette baisse du dollar, la baisse même de confiance de tous les États et du monde entier dans le dollar, le fait que il y a eu des sanctions contre la Russie, l'Iran, la Chine, etc., les a fait aussi se détourner du dollar et créer notamment les BRICS, en tout cas se regrouper entre eux pour essayer de trouver une autre monnaie. Plus les tensions internes, aux États-Unis, en Europe, etc. Pour lui, on arrive à la fin d'un cycle et à la fin de l'hégémonie, même du monde occidental, on peut l'appeler ça comme ça, pour aller vers un monde qu'il n'arrive pas encore à identifier, parce que la Chine n'arrive pas forcément à prendre le lead sur le monde, etc. Et que pour lui, c'est en partie pour cette raison-là que les gens se tournent vers l'or, pour cette possible instabilité qui arrive. Disons que l'élection de Trump, elle a bousculé beaucoup de choses. Ce monde, le mondialisme recule au profit du nationalisme, et il y a beaucoup de gens qui paniquent par rapport à ça. Moi, je le vois d'une autre façon. Je vois un monde qui devient plus sain. Par contre, concernant le dollar, on peut dire ce que l'on veut, mais ça reste malgré tout, hormis l'or, l'instrument dans lequel on va se réfugier quand il y a vraiment une grosse panique. On ne va pas se réfugier dans le yen, on ne va pas se réfugier dans l'euro. Les investisseurs vont dans le dollar, évidemment dans l'or. Mais hormis l'or, on va dans le dollar. Je pense que ce dollar qui a baissé de façon spectaculaire depuis janvier 2025 va rebondir, et ces discours, on les entendra moins. Mais c'est pas évident de répondre à ta question, Robin. On verra ce que l'avenir nous réserve, en tout cas. On verra ce que nous réserve l'avenir, mais je pense que ça va dans le bon sens aux États-Unis. Je pense que le dollar va repartir à la hausse, mais pas encore. Il faut encore qu'il baisse un tout petit peu avant de rebondir. Et quand ce sera le cas, on risque d'avoir des corrections dans les indices et dans les métaux précieux. Et c'est là où je rebondis par rapport à une question que tu as posée tout à l'heure. Bitcoin dans tout ça. Bitcoin, lui, a une personnalité qui lui est très très propre. On peut en parler si tu veux. Lui, Bitcoin, c'est un actif risqué. Il n'est pas du tout refuge, pas du tout actif alternatif. C'est un actif risqué qui anticipe un petit peu les mouvements des indices et de Wall Street. C'est vraiment le symbole de la spéculation en Bitcoin. Il n'y en a que 21 millions, on connaît sa volatilité, etc. Et lui, généralement dans l'histoire, il part toujours en amont des indices à la baisse. Et Bitcoin, lui, depuis quelques temps, nous dit les gars, attention, si vous avez des actions, ça risque de piquer du nez à un moment donné dans les indices. Les indices, eux, généralement, aiment bien corriger les premiers mois de l'année. Février, mars, l'an dernier, par exemple, c'était en mars. Quand Trump est arrivé avec son tableau des tarifs le 2 avril, on avait déjà amorcé la correction, etc. Donc, Bitcoin est peut-être en train de nous dire, attention à avoir une correction d'ici quelques mois dans les actions, peut-être en février. Et voilà ce que nous dit Bitcoin en tout cas. Donc pour toi, Bitcoin, oui, est un peu un signal avant-coureur quand il baisse, ce qui donne un indice sur le marché action. Oui, moi je suis vraiment un homme de prix. Hein. Je vous dis, j'ai basculé il y a 11-12 ans dans la technique. Et Bitcoin, lui, il a une personnalité qui lui est propre. C'est-à-dire que lorsqu'il monte, il monte environ 1000 jours. Ça, c'est la durée moyenne d'un marché haussier, d'un bull market dans Bitcoin. Par la suite, quand il corrige de 85% en moyenne. Donc c'est un actif qui part en exponentiel, un petit peu comme l'or actuellement, et ensuite il dégonfle la bulle et il baisse de façon profonde. 85%, c'est énorme. Et lorsqu'il baisse, eh bien, ça dure en moyenne 1 an minimum. D'accord ? Dernièrement, ce marché haussier qui est le 5e dans l'histoire de Bitcoin, donc entre 2023 et 2025, est monté de 703% pendant 994 jours. Et puis par la suite, il a baissé de 36% en 113 jours. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est que
on a peut-être statistiquement, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce que les chiffres disent, on a peut-être débuté un marché baissier dans le Bitcoin qui pourrait trouver un support entre 44 000 et 35 000. Actuellement, on est aux alentours des 90 000. Et donc, il y a quand même du chemin à la baisse, mais il y a beaucoup de temps pour que ce marché baissier puisse arriver à ces niveaux de support qui sont très bas. Et il y a des conditions pour respecter tout ça. Il faudrait ne pas dépasser 93 500 et ensuite 110 000. C'est là où on aura vraiment des big shorts dans Bitcoin. Il faudrait casser ces résistances pour que tout ce que je viens de te dire soit invalidé. Et ce serait une première dans l'histoire de Bitcoin. Okay. Donc toi, tu crois encore au cycle des 4 ans? Parce qu'il y a eu pas mal de débats sur est-ce que les cycles de 4 ans existent encore ou pas? Je dirais pas forcément ce qui est lié au halving, même si statistiquement on voit que ça marche. Mais par contre, ce que je viens de dire, c'est beaucoup plus précis. Et j'ai tout un tas d'autres statistiques un peu liées à ça, dont on ne parle jamais. Sache que par exemple, une correction un marché baissier dans le Bitcoin, une correction dans le Bitcoin représente généralement, mais c'est quasiment tout le temps le cas, 78,6% la précédente. Et 78,6%, c'est un nombre de Fibonacci. Et c'est comme ça systématiquement. Donc ça, c'est fascinant. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre comme statistique intéressante? Saisonnièrement, Bitcoin pivote en général durant les mois de novembre, décembre ou janvier. Et là, c'est la première fois qu'il pivoterait en octobre. Mais généralement, c'est vraiment à fin d'automne, début d'hiver, qu'il pivote. Oui, parce qu'on a eu le plus haut le 6 octobre, je crois, les 126 000 $. Et exactement. Depuis, on est... 126 000 $ qui était une cible algorithmique. Comment tu sais que c'était une cible algorithmique? Toi, quand tu analysais tes graphiques, tu voyais que 126 000 était une cible algorithmique. Exactement, ça correspondait vraiment à une cible, les 23,6% en négatif. J'avais une autre cible qui était très très importante que j'ai rabâchée à de multiples reprises dans la presse, qui était située à 136 000 $. Et cette cible, malheureusement, on ne l'a pas atteinte. Et c'est la première fois dans l'histoire qu'on n'atteint pas une cible sur une période haute dans le Bitcoin. Et ça, c'est pas bon signe. Il faut atteindre des cibles parce que si on n'atteint pas des cibles, si ces fameux robots investisseurs n'atteignent pas leurs targets, ça veut dire qu'ils s'essoufflent un peu. Et donc, c'est la première fois dans l'histoire que ces algo-investisseurs se sont essoufflés. Et donc ça, j'aime pas trop en tant qu'amoureux de Bitcoin. Qu'est-ce que ça voudrait dire pour toi qu'ils n'ont plus de liquidité à injecter dans le marché? Il n'y a pas eu assez de force pour aller chercher cette cible. On n'est pas passé loin. 124 000, c'est pas loin de 126 000. Et non, il n'y a pas eu assez de force, il n'y a pas eu assez de bulls dans cette tendance pour aller la chercher, cette cible. Ok. Et pour toi, ça n'a pas changé depuis qu'on a eu l'approbation des ETF spot, donc en 2024 avec BlackRock, etc. Toi, tu as constaté que le marché a quand même changé et évolué au niveau des prix, au niveau du trading sur Bitcoin? Non, pas du tout. Disons, il est devenu plus technique, c'est-à-dire qu'il a mieux réagi à mes niveaux de support escomptés, même si dès le départ c'était très 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 correct. Mais grosso modo, non, rien n'a changé. Par contre, ce qui était entre guillemets étonnant pour le grand public à l'époque, c'était que quasiment la semaine où le CME lançait le trading des contrats à terme, ça débutait en marché baissier, quoi. C'était en décembre 2017. Ouais, c'est ça. Exactement. Le fameux mois décembre, encore une fois. Et on voit régulièrement passer que Bitcoin, en fait, n'a jamais vraiment connu de marché baissier sur les actions et qu'on n'a jamais vraiment vu comment est-ce que Bitcoin s'est comporté pendant un vrai long marché baissier sur le S&P, par exemple. Imaginons qu'on rentre dans une phase corrective, puisque là, on enchaîne les plus hauts, mais au bout d'un moment, ça risque quand même de se retourner. Est-ce que tu penses que Bitcoin va suivre de toute façon la tendance? Ou à l'inverse, il pourrait se décorréler de ce marché action, et comme c'est le cas d'ailleurs actuellement, puisqu'il n'augmente plus alors que le marché action et le S&P continuent d'augmenter. Oui, actuellement, il consolide, il est un petit peu pris entre les algos qui short et ceux qui l'ont, bref. Il peut prendre un autre coup sur la tête énorme, mais après se décorréler des indices une fois que les indices, eux, digèrent la première baisse. C'est-à-dire qu'en général, on descend en 3 vagues,
Et Bitcoin peut se décorréler, peut faire son creux en amont des indices. C'est d'ailleurs, ça a déjà été le cas par le passé, donc c'est très possible qu'il se décorrèle des indices en plein marché baissier des indices à un moment donné et qui partent en avance. Ok. Parce que là, pour toi, de toute façon, sur Bitcoin, on est en marché baissier. Je ne suis pas 100% convaincu, mais je pense que oui. Je pense qu'on a débuté un marché baissier. Enfin, on l'a débuté en octobre. Ok. Parce qu'il me semble que c'était sur l'argent ou sur l'or qu'ils ont arrêté de coter un moment. C'était pas au CME Oui, ou quelque c'était chose il y comme ça. a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Et donc, tu sais pour quelle raison est-ce qu'ils ont arrêté de coter? Parce que possiblement ça partait trop à la hausse ou quand il y a des trop grosses variations comme ça, ils peuvent arrêter de coter J'ai pas trop suivi. pour éviter. Par Ok. contre, ouais, il y a de la tension par rapport à l'or physique qu'il y a dans les coffres et ce qui est annoncé en transaction en format papier, quoi. À part Bitcoin, est-ce que toi tu suis d'autres, enfin c'est quoi les autres crypto-monnaies que tu suis, que tu trouves intéressantes d'un point de vue plutôt technique pour le coup, parce que tu as bien dit que côté fondamental tu l'avais laissé un peu de côté. Mais donc est-ce que tu peux nous dire quelles sont les valeurs que tu suis côté technique qui sont Alors, intéressantes? moi, j'étais un amoureux des cryptos, hein, de Bitcoin en 2017, etc. Et je m'intéressais aux fondamentaux énormément. Je m'en suis un petit peu détaché. Par contre, voilà, ces cryptos, je continue de les suivre. Et donc, on a Tron, le ticker, c'est TRX, qui se comporte très, très bien. C'est vraiment très, très surprenant. Elle a atteint sa cible à 0,38 $. Et la prochaine est à 1,09. C'est-à-dire que ces algo-investisseurs dans cette crypto voudront la faire monter à 1 $. Actuellement, on est à 0,29. Après, il y a le coin de Binance, qui est surprenant aussi de solidité. Il a atteint une cible à 1360. Maintenant, il rejette. Donc, très, très sain. On a Solana, Ripple. Bon, c'est des grands classiques, hein. Après, il y en a trois qui ne sont pas du tout le même type de crypto, mais qui ont le même comportement en termes de prix. Le Dogecoin, Link, ADA, c'est celle que je suis également. Il y a une petite mode peut-être qui est en train de démarrer dans les private coins. Alors je ne sais pas si c'est un lien avec le Venezuela ou de la tension dans certains pays. Mais il y a Monero qui se comporte très très bien. Elle est actuellement à 473. On a des cibles à 1047. C'est très précis parce que les algos sont très précis, hein. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare dans le Zcoin. Le ticker c'est ZEC. Et dans Dash, une crypto que je suivais énormément à l'époque, qui a beaucoup déçu, qui est systématiquement shortée, mais peut-être qu'il y aura des petites surprises dans les private coins. Ok, là quand tu donnes tes cibles, toujours pareil, tu te bases sur Fibonacci Absolument, à chaque absolument. fois. Donc par exemple dans Tron, on est à 1,09. Dans Ripple, la cible est fixée à 3,83. Et comme dans Bitcoin, on l'a frôlé, on est passé très près. Et une autre cible, c'est 4,60. Et puis bon, je les donne pêle-mêle, hein. Dans le Dogecoin, la cible c'est 0,83 et la prochaine c'est à 3,46. Donc peut-être que Musk va nous faire quelque chose, mais Mm. un petit tweet quelque part. Mais c'est des valeurs qui semblent très très hautes. Mais attention, quand il y a une alt season, ça peut partir. Pour l'instant, on est très très loin de Ouais. l'alt season. Parce que c'est que sur une période de temps de combien de temps, tu as un peu des estimations Non, il n'y a ou... pas, là, il n'y a Non, y a vraiment pas. de... Parce que le problème de ces altcoins, c'est qu'elles digèrent des montées et ça peut être très, 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 très long. Et puis elles sont impactées par Bitcoin, évidemment, elles sont totalement corrélées au Bitcoin. Et c'est quand elles se décorrèlent de Bitcoin et de l'Ether que ça peut être très, très intéressant. Et concernant l'Ether, on a des cibles à 5875, 6700. Et après, on peut rêver, hein, 12 485. Et Bitcoin est dans une pattern en forme de triangle. Donc, et qui met énormément de temps. Donc, pas mal de suspense pour l'Ether aussi. Donc pattern de triangle, c'est-à-dire que ça peut franchir très C'est-à-dire, fort à la hausse ou à la baisse, c'est oui, ça? c'est une structure de forme triangulaire dans une consolidation qui compresse beaucoup les prix, un petit peu comme une bouteille de champagne qu'on va remuer, remuer, remuer. Et à un moment donné, pop, le bouchon, il éclate et on éclate à la hausse ou à la baisse. Et bon, voilà, il faudrait que ça casse à la hausse à un moment donné dans les terres. Peut-être d'ici un an. Ok. Pardon, Ok. dans un an, pas d'ici un an, dans un an. Ouais. Si jamais Bitcoin, lui, baisse pendant un an, Ether ne va pas partir à la hausse si Bitcoin baisse. Ok. Intéressant. Euh,
Je voulais aussi aborder un peu le sujet pour revenir rapidement sur une possible crise géopolitique interne, une sorte de changement un peu d'ordre mondial euh, qui se produirait dans les prochains mois, prochaines années. Euh, Toi, qu'est-ce que tu conseillerais pour quelqu'un qui veut un peu préserver son patrimoine, un portefeuille un peu défensif? Est-ce que t'achèterais de l'or, t'achèterais un peu de Bitcoin, t'achèterais peut-être des actions autour de l'énergie, du Total, etc. Voilà des industries qui existeront toujours parce que les gens en auront besoin. Je pense à de la nourriture, à se loger, à consommer, de l'énergie, à se chauffer, etc. Est-ce que toi, t'as déjà réfléchi un peu à un portefeuille comme ça défensif, peut-être, si on peut appeler ça défensif? Là, tu m'as parlé d'un scénario presque cataclysmique, hein. Donc, si tel est le cas, euh, je pense que les gens voilà, se rapatrieront sur le dollar. Je sais que ça peut surprendre, hein, mais le marché est ainsi fait, hein. Euh, Si il y a des actions dans lesquelles on veut investir, peut-être les minières d'or, mais j'en suis même pas certain. C'est pas parce que on a un scénario catastrophique que l'or ne peut pas baisser. Je sais qu'en théorie, fondamentalement, oui, mais le marché ne fonctionne pas toujours comme ça. Euh, Si le pétrole, lui, s'emballe et part à la verticale, évidemment, ça peut être intéressant d'avoir des parapétrolières ou des pétrolières. Euh, mais c'est une question qui n'est pas évidente, parce que théoriquement, je devrais te répondre de l'or dans un coffre et ça bouge plus. Mais ça peut être beaucoup plus complexe qu'on ne le croit. Et je pense que voilà, tout dépendrait du dollar, en fait. Il faut que le dollar restera malgré tout, pendant encore un sacré moment, pas une valeur refuge, mais là où on ira pour avoir de la liquidité. Et si on a plus de, si on est dans un monde cataclysmique, là il n'y a plus que le coffre-fort et des lingots d'or à l'intérieur et un fusil pour se protéger. Oui, oui, sans aller jusque-là. Alors peut-être sans aller jusque-là, mais imaginons que voilà la situation au Groenland dégénère, entre guillemets, que l'Europe et les États-Unis ne trouvent pas d'accord, voire se confrontent. Euh, les États-Unis décident de couper l'accès à certains services proposés par des sociétés américaines. Je pense aux GAFAM, je pense à Amazon pour le cloud, je pense à Google, etc. etc. Est-ce que tu as déjà réfléchi, toi, à cette éventualité-là, et qu'est-ce que tu pourrais conseiller à des personnes qui voudraient peut-être investir dans des alternatives à ces géants américains-là, ne serait-ce que pour soutenir aussi peut-être les sociétés européennes? Je pense que si ce scénario se matérialise, waouh, je sais pas si tu te rends compte, Robin, c'est là, ça serait vraiment très 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 chaud, hein. Si les 7 magnifiques euh, sortent par exemple d'un marché européen, la bourse, le monde financier dépend de ces 7 magnifiques. Je les appelle les actions cannibales. Elles ont pris une place tellement énorme dans le système financier, on ne peut pas se permettre de les perdre. Si elles tombent, je pense que tout le monde tombe. Ce serait vraiment un scénario, mais vraiment noir. Ouais. Euh, Parce que, oui, ça aussi, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais quand tu regardes la hausse du S&P, en fait, c'est quasiment ces 7-là qui oui, font la quasi-totalité de la hausse depuis les 10 dernières années, peut-être. oui, il y a les semi-conducteurs, TSM ou Broadcom ou Lam Research qui viennent un petit peu. Mais ce monde de la bourse dépend de ces actions-là. Et je te dis, je les appelle, moi, les actions cannibales. Elles ont pris une place tellement énorme. Je crois que le top 3 représente quasiment 30%, hein. Enfin, c'est absolument incroyable. Bon, après, si c'est un scénario un peu plus light, il y a les minières d'or, d'argent. Mais attention, elles sont très très volatiles, elles dépendent de la commodité. On a les actions liées à l'uranium. Le ticker c'est UUUU, 4 U à la suite. Regardez cette action. Est-ce que tu regardes aussi peut-être un peu OVH, tes concurrents à Amazon qui pourraient, entre guillemets, prendre peut-être le relais, notamment en Europe, si jamais on veut, le mot souveraineté est de plus en plus à la mode ces derniers temps. Peut-être qu'il y a ce type d'action-là qui pourrait être intéressante. Je sais pas trop, je t'avoue que je la suis pas. Mais moi, je me focalise vraiment sur les grosses capitalisations, les semi-conducteurs,
La tech américaine, voilà, elle drive tout. Donc, si elle tombe, tout tomberait, quasiment. Par contre, il peut y avoir des secteurs qui monteraient en parallèle. Si tu as une crise à un moment donné et que le pétrole, lui, réplique ce qu'a fait l'or, évidemment, il faut des pétrolières, absolument évidemment. Euh, donc voilà, c'est pas évident de répondre à tes questions, Robin, à ces questions-là. Mais pétrolière, uranium, des actions liées aux matières premières, je pense. Il y aurait de la grosse tension là-dessus. Et donc ça monterait. Ok, donc matières premières, même aussi tout ce qui est blé, peut-être agriculture, ce Pour genre l'instant, de choses-là. les matières premières agricoles déçoivent beaucoup. Elles sont en marché baissier. Et est-ce qu'elles vont se réveiller à un moment donné? Pour l'instant, il n'y a pas de signe. Par contre, le pétrole, tout le monde regarde le pétrole. Tout le monde a vu l'or et l'argent monter en flèche. Et tout le monde est en train de se dire, ouais, mais le pétrole va participer à la fête. Et donc, tout le monde est en train de regarder les pétrolières également. Il y a Schlumberger, Halliburton qui sont en train de monter, alors que le prix du pétrole est bas et est en tendance baissière depuis le pic inflationniste post-Covid et début de guerre en Ukraine en 2022. Donc voilà, il y a des pistes, mais pas évident de répondre à cette question, Romain. Non, c'est vrai que c'est compliqué, avec aussi Trump qui a mis la main, entre guillemets, sur des grosses réserves au Venezuela. Alors bon, est-ce qu'ils ont le droit de les exploiter? Peut-être que ça, c'est encore autre chose. Mais il y a aussi tout ça à prendre en compte. Et les réserves sont encore énormes du côté du pétrole là-dessus, avec des capacités d'exploitation qui sont encore assez importantes. Oui, absolument. Alors, concernant le Venezuela, moi, ce que je conseille de faire aux gens, c'est vraiment de regarder ce que Trump pose sur Truth Social, parce que là, il va vous paraître plus prévisible, parce qu'il annonce souvent la couleur sur Truth Social. Et concernant le Venezuela, il ne va pas prendre le pétrole vénézuélien, il va travailler avec le Venezuela. C'est un homme, c'est un businessman, il ne pense qu'à ça. La paix passe par le business, c'est sa mentalité. Et donc, ils vont travailler avec le Venezuela le plus qu'ils peuvent, et donc ce sera bénéfique pour les deux camps. Mais pour mieux comprendre Trump, je vous conseille de regarder Truth Social. Parce que lui, il a un double langage. Hein. Il ne faut vraiment pas toujours le croire à la lettre au premier coup. C'est souvent un manipulateur et un stratège. Ok. On parlait de potentielle crise à l'instant. Je voulais aussi avoir ton avis sur est-ce que, peut-être à l'inverse, pour essayer d'empêcher une crise, on n'aurait pas de la liquidité qui se déverserait en masse comme ça a été le cas pendant le Covid. Est-ce que toi tu crois à un afflux de liquidité prochainement qui se déverserait sur les marchés? Absolument. Et c'est pour ça que l'or est monté aussi. Il a anticipé l'or. Cet afflux de liquidité qui intervient non-stop dès qu'il y a une crise. Et puis plus les crises arrivent, plus on injecte encore plus qu'avant. Enfin, c'est sans queue ni tête. Et c'est pour ça que la dette ne cessera jamais de monter et que le nombre de devises en circulation ne cesseront d'augmenter. C'est pour ça que Bitcoin, fondamentalement, doit théoriquement toujours être haussier, tant qu'il y a de la confiance. Et c'est la même chose pour l'or. Après, voilà, Bitcoin, j'ai pas envie de mettre les gens trop dans la mauvaise direction. Ça reste un actif risqué. C'est pas comme l'or. Mais oui, à la prochaine grosse récession mondiale, ça injectera, c'est inévitable. Ce système ne tient que sur ça. 38 000 milliards, on disait, de dettes pour les États-Unis. On est d'accord que de toute façon, cette dette-là va rouler inexorablement et ne sera jamais remboursée. Il y a aucune possibilité de rembourser autant d'argent. Et puis de toute façon, c'est aussi grâce à cette dette, entre guillemets, qu'ils arrivent à croître et à faire leur croissance. Oui, ça sera toujours comme ça. Et Trump, lui, aime voir le dollar avec une faible valeur parce que lui, il veut réindustrialiser aux États-Unis. Et donc un dollar faible permet d'exporter plus facilement. Oui, ce dollar qui ne cesse de baisser depuis le début de l'année dernière. C'est un système qui fonctionne comme ça sur du cheap money et on imprime à l'infini. Alors Trump, lui, veut un nouveau chairman à la Fed, il va l'avoir. Et ce nouveau chairman va baisser les taux. Ça risque de faire bien chauffer la machine aux États-Unis, hein, la machine économique qui a été relancée de façon
extraordinaire. Je ne sais pas ce qu'en pensent nos viewers, mais moi je trouve ça vraiment impressionnant aux États-Unis. Hein. Ils ont récolté 18 000 milliards d'investissements rien que pour 2025 et 2026 venant de pays étrangers ou des États-Unis. C'est monstrueux ce qui se passe là-bas. Donc la machine, à un moment donné, elle va chauffer. Je pense qu'on devrait avoir de très très bons résultats du PIB les prochains trimestres, mais à un moment donné, après une surchauffe, on a une récession, et quand on a une récession, on imprime de l'argent, et voilà. Donc oui, il y aura un changement de directeur à la Fed. Effectivement, Jérôme Powell, qui est actuellement le directeur, va partir, je ne sais plus quand exactement, en mai. Et donc, ouais, ils ont tout fait pour lui mettre une pression folle. Ils ont même essayé de l'éjecter de la Fed. Mais voilà, le nouveau chairman va baisser les taux. Et ça, Wall Street va adorer. Mais la question est de savoir quand est-ce qu'on a cette fameuse correction qui serait saine. Parce que il est possible qu'on fasse une dernière impulsion forte à la hausse. Et après, on aurait la correction en février. Et on verra ce qui va se passer. Un dernier sujet un peu plus global, c'est au niveau de l'intelligence artificielle. On voit qu'il y a une grosse partie de la croissance aux États-Unis qui est générée par de l'investissement autour de l'intelligence artificielle via Nvidia, Apple, Microsoft et d'autres. Est-ce que tu penses qu'on est dans une bulle autour de ces valeurs-là? Et si elle explose, est-ce que ça pourrait contaminer toute l'économie américaine? Alors, j'ai souvent répondu à cette question dans la presse, et à chaque fois j'ai répondu non, on n'est pas dans une bulle dans le Nasdaq. Quand je parle vraiment spécifiquement du Nasdaq ou du S&P 500, non, il n'y a pas de bulle. Est-ce qu'il y a une bulle dans l'IA? Peut-être. Quand on regarde les 7 magnifiques, il n'y en a aucune qui montre des signes de formation de bulle, sauf une. C'est Google. Google est monté à la verticale d'une façon, mais un petit peu comme l'or dernièrement. C'est très spectaculaire. Si Google est dans une bulle et éclate sa bulle et tombe d'un coup, ça peut entraîner d'autres 7 magnifiques à la baisse. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet il n'y a pas longtemps. On a des signes de renversement de tendance à un moment donné sur les 7 magnifiques. Alors quand est-ce que c'est dans une semaine? Non, je ne peux pas le dire, mais sur le moyen terme, attention, ça peut se retourner sur les 7 magnifiques. Et Google pourrait éventuellement être le déclencheur. Ok, parce que je crois que c'est Warren Buffett avec son fonds qui a acheté énormément de Google il n'y a pas très longtemps. Oui, Google, c'est je dirais la seule parmi les 7 magnifiques qui est dans une bulle. Et incroyable, absolument. Parce que comment tu arrives à déterminer qu'on est dans une bulle ou pas? Par exemple, moi j'aurais dit Nvidia, tu vois, comme ça instinctivement. Quand je parle de bulle, c'est une structure, une architecture très précise, mathématique, qui traduit une exponentielle. Si on regarde le prix de Google sur nos graphiques, on voit clairement une exponentielle, si on met la période en journalier. Et c'est flagrant. Et c'est ce que Bitcoin fait pendant ses cycles haussiers. Il fait ces exponentielles spectaculaires. C'est le cas des matières premières, comme le pétrole, quand il part à la verticale, notamment juste avant la crise du Covid. L'or actuellement est dans une bulle. On voit une magnifique exponentielle qui répond à des critères mathématiques dont on ne va pas en parler. Mais Google, respecte ces critères. Et ce qui n'est pas évident dans une bulle, c'est de savoir quand est-ce qu'elle éclate. Et pour savoir où est-ce qu'éclate une bulle, moi, il n'y a qu'une seule solution que je connais, c'est de regarder ce que font les algo-traders en période très courte. Parce que si à un moment donné, il y a une perte de support, ça peut s'effondrer, et c'est à ce moment-là précis qu'on a le signal. Et comment Alors, tu disais que la grande majorité maintenant du trading était effectuée par ces algo-traders, mais comment est-ce que tu arrives à identifier peut-être certains patterns précis de ces outils-là, ou comment est-ce que tu peux savoir si c'est un algo qui a fait telle ou telle action ou qui a entraîné tel mouvement de prix? Alors, comme je te disais tout à l'heure, ces algos, ils achètent à des endroits très précis. Comme nous, quand on va dans une boutique qu'on aime au Black Friday, par exemple. Ce qui baisse de 50%, belle promotion, ils achètent. Donc quand tu vas avoir une réaction extrêmement propre à un niveau que tu as défini au préalable, par exemple si quelque chose se monte de 0 à 100 et qui descend à 50 et qu'à 50 pile poil, à 50,01, on explose à la hausse à partir de ce niveau, eh bien tu as une mini preuve de présence algorithmique.
Si derrière, on va atteindre la cible que tu avais fixée au préalable, le retracement négatif des 23,6%, qui est un nombre de Fibonacci aussi, et que tu vois une baisse très franche à partir de ce niveau, et qu'on continue de fonctionner ainsi pendant X temps, eh bien, tu as la preuve qu'ils sont présents, ces algos, et toi, ton objectif, c'est de les suivre. Et voilà, par exemple, une preuve flagrante de présence algorithmique. Ok. Je reviens sur l'IA. Quand je parlais de bulles, je pensais aussi par exemple à du OpenAI qui perd énormément d'argent. Je crois que sur Sora, leur outil qui permet de générer des vidéos avec des prompts, générés par intelligence artificielle, ils perdent 5 millions par jour. Je crois que c'est JP Morgan qui disait avant que OpenAI soit rentable, il faudrait qu'il crame 140 milliards de cash. Euh, Est-ce que tu penses que ces sociétés-là, type Anthropic, OpenAI, ce genre de sociétés d'intelligence artificielle, pourraient déclencher une bulle euh, et un crack, ou alors elles vont s'introduire en bourse sans aucun souci à des valorisations monstrueuses pour aller justement récolter du capital pour justement les développer, continuer de développer leurs produits. Bonne question. OpenAI, je pense que ce serait plus la deuxième solution. Lancement en bourse, on pump, souvent avec une IPO, on redescend aussi vite qu'on est monté, et après on continue d'évoluer. On a vu des exemples par milliers comme ça. Il y a une dette qui est très 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 importante, notamment sur le court terme, qui a été injectée dans des acteurs de l'IA. Ces acteurs-là pourraient être sujets à des gros problèmes financiers, mais en fait, il y a tellement d'argent qui a été injecté dans le système que ça peut rester localisé, en fait. Nvidia, Google ont pris tellement d'importance en bourse que ça peut rester gérable, ce genre de situation. Par contre, si ça intervient à un moment où Wall Street est affaibli, en marché baissier par exemple, ça peut faire boule de neige et ça peut avoir un impact. Mais en tout cas, moi sur mes graphiques, je remarque rien d'alarmant à part Google concernant le thème de l'IA. Après, il y a évidemment Oracle qu'il faut surveiller et d'autres actions qu'il faut surveiller. Mais pour l'instant, le risque est géré pour l'instant. Pour l'instant, il n'y a pas d'alerte. Mais par contre, c'est important de savoir que ça peut changer vite. C'est pour ça qu'il faut être très, très observateur du marché. Toi, c'est quoi les indicateurs qui permettent en dehors de Fibonacci, est-ce que tu as d'autres indicateurs qui permettent de dire, bah là, on a un retournement à la hausse ou à la baisse? Je suis un grand, grand, grand amoureux du VIX, l'indice de la volatilité. Il y a très, très peu d'analystes qui utilisent le VIX. Moi, c'est ma passion. Le VIX, je le regarde tous les jours. Le VIX, c'est un petit peu un thermomètre. Et le VIX te donne... c'est l'indice de la volatilité qui te donne beaucoup d'indications sur le futur. Et si le VIX est à une résistance, comme il est négativement corrélé aux actifs risqués, eh bien les actifs risqués peuvent se mettre à monter au moment où il a sa résistance. Il est extrêmement technique, c'est-à-dire qu'il est bourré d'algos. C'est l'instrument le plus technique que je connaisse. Il est fascinant, le VIX. C'est l'indicateur que je suis énormément tous les jours pour me guider un petit peu par rapport aux indices et aux actifs risqués en général. Ok. Et tu regardes aussi un peu le Forex, les taux de change entre les différentes monnaies? Oui, alors mes yeux ne peuvent pas être partout malheureusement, mais dans le Forex, la technicité est hallucinante. En 2019, 92% des transactions étaient drivées par des robots traders. Ouais, c'est là où il y en a C'est le plus de toute façon. incroyable. Et donc je regarde évidemment le dollar index, l'euro et le yen. C'est les trois en priorité. Quand tu dis le dollar index, ça correspond à quoi exactement C'est un panier de devises dans lequel l'euro représente, je crois, 68% du panier. Donc il y a un peu de tout, et c'est comme ça que tu évalues la force du dollar. Et le dollar est en baisse depuis... sur le très 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 long terme, le dollar en fait ne cesse de baisser. Et les corrections à la hausse peuvent être très importantes.
Mais là, dernièrement, il baisse depuis janvier 2025. C'est ce qu'il y a d'ailleurs en parallèle, comme il est négativement corrélé. Comme on regarde l'euro-dollar, lui, l'euro-dollar a fait l'inverse. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, il a baissé même de 11%, je crois, depuis le début de l'année, Exactement. même, me semble-t-il. Exactement. Ok. Et t'en parlais donc au début, mais pour toi, vraiment, le trading, maintenant, calculer le ratio, il y a beaucoup d'analystes fondamentaux qui regardent justement le ratio entre les dettes, entre les revenus des sociétés, etc. Est-ce que toi, tu l'intégrerais quand même peut-être dans une petite partie, regarder un peu les fondamentaux avant de trader un actif, peut-être si on investit sur le long terme plutôt que si on fait du day trading et du trading sur de courtes Oui, périodes? oui, Robin, bonne question. Les fondamentaux sont essentiels quand on veut investir dans une action. Il faut étudier l'entreprise et l'action en question. Une fois qu'on a fait ce travail, qu'on a analysé tout un tas d'indicateurs, des ratios, à ce moment-là, on bascule dans la technique. Le choix est fait. Ok, j'ai décidé d'investir dans cette action XY. Et là, maintenant, je suis sur mon graphique. Et là, je bascule, je suis en mode trader. Je ne me concentre que sur le graphique. Euh, voilà, je ne vais pas aller trop loin. Mais après, les news, il va y avoir les annonces de résultats, par exemple, pour une action. Et on va constater que c'est souvent le cas. Il y a un alignement des planètes entre la technique et le fondamental qui est magique. Une action va souvent venir à son support quand il va y avoir une annonce de résultat pour avoir le meilleur prétexte du monde pour faire exploser le prix à la hausse. Et inversement, une action peut aller à sa résistance, là où les algos short, et il y a l'annonce de résultat. Oh, c'est dommage, il n'y avait que des bonnes nouvelles. Mais malgré tout, on tombe. Ça marche par prétexte souvent avec les news. Ok. Mais ça, c'est un autre sujet. Ok. Et est-ce que peut-être, bon, même si toi tu regardes plus ça depuis quelques années, c'est quoi les 2-3 indicateurs peut-être fondamentaux ou que toi tu utilises pour te dire, bah tiens, je vais trader tel actif plutôt que tel autre ou telle action plutôt que telle autre? Fondamentalement, on peut regarder tous les ratios liés aux dettes. Marge nette, marge brute. Voilà, ça c'est des indicateurs qui sont très très bons, très simples, très accessibles sur Internet. On peut se faire des modèles Excel très rapidement. Mais attention, priorité à ne pas perdre de temps. Et comme je te dis souvent, il faut rester simple. C'est vraiment... mon mentor, il disait souvent Time is a rare commodity. Le temps est une matière première, une commodité rare. Et c'est totalement vrai, la vie passe vite. Et il faut donc avoir une méthodologie qui est simple pour éviter de perdre du temps et aller à l'efficace, direct. Bah, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Bah de C'était rien, très Robin. intéressant. C'était un plaisir. Merci à toi. Salut. Au revoir.